22 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Les autorités djiboutiennes ont orchestré une opération de secours à un pétrolier attaqué à l'ouest de la ville de Hodeïda au Yémen. Et au Proche-Orient, Gaza est en proie à une crise de liquidité. Bonsoir à tous. Dans le cadre d'un séjour en Chine, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed s'est entretenu avec le maire de la ville de Shanghai, Gang Zheng. Les discussions ont porté sur la promotion des relations de partenariat entre la République de Djibouti et la ville de Shanghai dans le secteur touristique, notamment en vue d'augmenter les échanges humains et plus particulièrement de la jeunesse, des forces vives de la nation via les partenariats dans le domaine de l'éducation et de la culture. Eu égard de l'indice de performance qui place le port de Shanghai à la première place du classement mondial des ports à conteneurs, aussi les échanges sur le renforcement de la coopération portuaire ont été au cœur de cet entretien. L'ambassadeur de Djibouti en Chine, Abdallah Abdullahi Miguel, était présent lors de cet entretien, rappelant que Shanghai, moteur économique de la croissance chinoise, qui est une mégalopole économique, culturelle et industrielle, occupe une place majeure dans l'économie mondiale et représente plus de 20% du PIB de ce pays. L'autorité des ports et des zones franches de Djibouti a coordonné hier en début de soirée, avec succès d'ailleurs, l'opération de secours du pétrolier Sounion, battant pavillon grec, après une attaque survenue à l'ouest de la ville de Hodeïda au Yémen. Le navire a été touché par 2 projectiles non identifiés avant qu'un 3e projectile ne l'atteigne. Bien que l'attaque n'ait causé aucune victime, le Sounion reste toutefois immobilisé et impossible à manœuvrer. Le navire, transportant 150 000 tonnes de pétrole brut, présente un risque environnemental majeur pour la faune et la flore de la zone sud de la mer Rouge. Un déversement potentiel pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'écosystème marin de notre région. Conscient de l'urgence, l'autorité des ports appelle à une intervention immédiate du PERSGA, l'organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden, afin de se protéger et de protéger l'environnement marin et d'atténuer les impacts de cette attaque. Par ailleurs, les 29 membres de l'équipage, composés de marins de diverses nationalités, ont été évacués en toute sécurité. Parmi eux, on compte le commandant du navire de nationalité russe, 24 marins philippins, 3 indiens et 1 marin népalais. Tous les membres de l'équipage sont sains et saufs et ont été pris en charge dès leur arrivée au quai du port de Djibouti par les autorités compétentes qui ont assuré leur sécurité et leur bien-être. Et le commandant du port s'est prononcé donc à cette occasion. Il a indiqué que l'incident posait donc effectivement un risque environnemental majeur pour la région sud de la mer Rouge, le potentiel déversement du pétrole constituant une menace sérieuse pour l'écosystème marin avec des répercussions dévastatrices sur la faune et la flore locale. Et conscient de l'enjeu et le risque que cela représente, nous avons immédiatement sollicité l'intervention du PERSGA. Leur mobilisation rapide est cruciale pour limiter les dégâts environnementaux et les actions de nettoyage nécessaires. Et concernant l'équipage, les 29 membres présents à bord ont été évacués et sont tous sains et saufs. Et nous continuerons à suivre de près la situation et à coordonner les efforts pour minimiser les risques environnementaux associés à cet incident. Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler donc de l'énergie verte, la Grande Muraille verte et l'adaptation climatique, un des programmes phares de la République de Djibouti qui s'inscrit dans le cadre de son programme Vision 2035. C'est un document de la rédaction. Le développement d'un pays dépend de sa recherche scientifique et de son implication. La République de Djibouti a construit depuis un certain nombre d'années un certain nombre d'infrastructures, financé bien sûr la formation. Et aujourd'hui, je pense que nous avons un capital humain à la hauteur des enjeux.
Et là où Djibouti peut aujourd'hui être satisfaite de ce qui a été fait, c'est d'abord que le président de la République s'est engagé au service de la science et du développement de la recherche, par la création bien sûr du Centre d'études et de recherche de Djibouti, mais également par la création de l'OREC, l'Observatoire régional de recherche sur l'environnement et le climat. Lors de son inauguration, le président de la République a accueilli des chefs d'État, des représentants des grandes organisations internationales, la société civile, et tout le monde était impressionné par la qualité des équipements et de la formation des jeunes Djiboutiens. La lutte contre la désertification et les changements climatiques est un défi mondial, particulièrement vulnérable aux évolutions climatiques. L'Afrique subsaharienne est aujourd'hui confrontée à de nombreux défis, souvent interconnectés tels que les cyclones, les inondations, les sécheresses, les désertifications, la dégradation des terres. Au Sahel, on estime à 29,2 millions le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire, dont 9,4 millions sont susceptibles de connaître des déficits alimentaires extrêmes. C'est dans ce contexte difficile que l'Union africaine a lancé en 2007 le projet de la Grande Muraille Verte, un projet qui vise à stopper la désertification, la dégradation des terres dans les zones sahéliennes et améliorer les conditions de la vie de la population tout en préservant les agrosystèmes, les agroéleveurs dans 11 pays du Sahara et Sahel, entre Sénégal et Djibouti. Mais un projet de telle envergure nécessite la collaboration effective de tous les acteurs clés de la mise en œuvre du projet de la Grande Muraille Verte. La communauté scientifique est la dernière à rejoindre l'initiative phare de l'Union africaine. Nous avons voulu encore plus loin, aller encore plus loin en mettant au cœur de la problématique climat, la recherche et la connaissance scientifique. L'objectif étant de combler les lacunes en données climatiques, disposer d'une plateforme scientifique ouverte à la région et à l'international pour mieux orienter nos politiques d'atténuation et d'adaptation. À l'inauguration de l'Observatoire régional de recherche pour l'environnement et le climat, un observatoire aujourd'hui opérationnel disposant d'équipements de qualité avec un personnel technique et scientifique à la hauteur des défis. Je tiens à féliciter le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi que le CERD pour avoir tenu nos engagements et pour le travail réalisé. Le Centre d'études et de recherche de Djibouti est un établissement public à caractère scientifique. La principale mission du CERD est la mise en œuvre de programmes de recherche et de développement technologique dans le cadre des choix priorités fixés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en adéquation avec les objectifs tracés par le gouvernement. Le CERD comprend 6 instituts spécialisés dans l'Institut des sciences de la vie, qui est chargé de la mise en œuvre de programmes de recherche en matière de lutte contre la désertification et de préservation de l'environnement. La République de Djibouti a été honorée d'abriter le lancement du réseau de recherche international de la Grande Muraille Verte le mardi 25 avril dernier à Campeski, sous le haut patronage du Premier ministre Abdulkader Kamil Mohamed et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Coordonné par l'Institut de recherche pour le développement, ce réseau de scientifiques a vocation à offrir un cadre de mobilisation pour la gestion durable des terres et des territoires dans les zones de la Grande Muraille Verte. Je pense que ce qui s'est passé à Djibouti la semaine dernière, le lancement du réseau international de recherche et le résultat de ce dynamisme qui a été créé à Djibouti, et d'une part, et d'autre part, de par sa stabilité. Et aujourd'hui, Djibouti, petit pays, peut, je dirais, être fier que le lancement de ce réseau international de recherche parte à partir de Djibouti, et que Djibouti soit le porte-flambeau des activités de recherche sur cette grande muraille verte. De quoi il s'agit ? Quand vous voulez planter des plantes, quand vous voulez mettre en place des schémas de développement sociaux dans une région, sans la recherche, ça ne peut pas se faire. Parce que vous avez besoin de connaître la qualité des sols, vous avez besoin de connaître la pluviométrie, vous avez besoin de connaître les activités agricoles dans la région, le savoir communautaire. Et donc, sans recherche, cette grande ambition ne peut pas se réaliser. Donc, à partir de Djibouti, il y a eu un lancement de ce réseau, et elle a réuni 100 chercheurs, 7 venaient des pays étrangers africains. Avec la France, les chercheurs français, on a eu plus de 8 pays qui étaient représentés. Et
par les discussions qui sont sorties, c'est que d'abord Djibouti peut être une plateforme de connaissances et de recherche. D'autre part, comment tous ces chercheurs peuvent travailler ensemble, comment ils peuvent optimiser, maximiser les équipements, les infrastructures qu'il y a, et comment on peut encourager qu'il y ait une véritable coopération sud-sud entre tous ces chercheurs qui partent bien sûr de Dakar à Djibouti. Et dans ce cadre, on a mis en place une facilité de mobilité des chercheurs. C'est-à-dire qu'un chercheur aujourd'hui tchadien peut venir à Djibouti, et inversement, un chercheur djiboutien peut aller au Tchad ou au Sénégal et monter des programmes de recherche communs. Donc, un partage de savoir, une science ouverte, l'optimisation des moyens, et puis ces chercheurs vont monter des programmes communs pour aller vers les bailleurs et demander des financements dans le cadre de ce projet. Djibouti, sur la volonté du président de la République, son Excellence M. Smaïl Omar Guelleh, a inauguré un centre d'observation de recherche climatique au sein de la région. La récurrence et la recrudescence des impacts malgré divers plans d'action rappellent l'urgence d'une approche régionale basée sur un engagement commun et des actions concertées. Dans l'actualité toujours, l'ONG EVA et SOS Sahel ont clôturé le symposium de 3 jours qui portait sur la politique publique sectorielle au profit des organisations de la société civile djiboutienne. Ce symposium portait sur 3 axes stratégiques, l'assainissement, l'eau et le changement climatique. Le débat de réflexion a porté durant les 3 jours sur l'engagement de la société civile dans le développement durable de notre pays. Ce symposium de 3 jours a vu la participation de plus de 60 associations issues de la capitale, des régions du pays, des élus régionaux ainsi que des cadres des différents ministères. L'objectif étant de renforcer l'engagement de la société civile dans le développement socio-économique durable de notre pays. Et au terme de cet atelier, moi je suis vraiment très impressionné par le niveau de participation et d'implication de tous les participants, dont la qualité a été vraiment au rendez-vous. Donc je vous remercie pour toute votre contribution et votre présence et votre engagement. Et j'espère donc que vous avez beaucoup amélioré un peu vos connaissances un peu sur le domaine au assainissement, hygiène et toutes les stratégies qui ont été développées à Djibouti. Et le président de l'ONG EVA, Ahmed Ali Mohamed, a souligné le rôle de la société civile dans le développement durable du pays, qui doit s'approprier sa responsabilité citoyenne et sa contribution au développement socio-économique du pays. On est arrivé à terme de ces 3 jours de travaux sur les politiques publiques sectorielles, sur une thématique bien particulière à Djibouti, qui est les changements climatiques, et particulièrement en ce qui concerne l'eau et l'assainissement. Nous sommes tous conscients aujourd'hui que la question du changement climatique est une question cruciale et centrale à laquelle les nations du pays du monde doivent faire face. Et cette initiative inédite, et que je dois saluer l'association EVA, de regrouper toutes les associations, toutes les sociétés civiles, en vue de se mettre à côté des pouvoirs publics et des institutions publiques pour contrer et faire face aux effets néfastes des changements climatiques. C'est une initiative inédite, il faut la saluer et je félicite les organisateurs de cette initiative vraiment qui est quelque chose que depuis un certain temps, moi, je plaidais à ce qu'on puisse mettre en place une plateforme et avec les discussions, les débats qui ont eu lieu, les travaux que vous avez entamés, les conclusions dans lesquelles vous êtes arrivés, ne va que renforcer la question du climat, la lutte contre le changement climatique dans notre pays. C'était donc l'intervention du directeur de l'environnement par intérim, suivant à présent l'intervention du président de l'ONG EVA. Je voudrais affirmer que le symposium a été un succès
Et cela grâce à vous tous, à vous toutes qui avez été présents au cours de 3 jours, ponctuels, assidus et engagés dans les travaux, aussi bien dans les travaux de groupe que dans les échanges en plénière. En particulier à nos experts du ministère technique, monsieur le directeur de l'environnement, je voudrais vous dire que nous avons été entièrement satisfaits du travail des experts qui ont été mobilisés par le ministère de l'Environnement, par le ministère de l'Agriculture, mais remerciements également à tous les participants, les organisations de la société civile, les représentants de communes, des conseils régionaux, des préfectures. Donc nous avons avec ces symposiums aussi réussi à échanger beaucoup d'expériences. Ces symposiums ont aussi l'occasion de mettre en lumière la force, la place de la société civile dans le développement. Les conclusions de ce symposium vont être regroupées dans un document de rapport qui va être produit, soumis pour appréciation à toutes les parties prenantes, validé et ensuite partagé avec les ministères techniques. Vous avez ici un réseau d'associations qui travaillent dans le domaine du changement climatique ou assainissement. Et ce réseau a pour ambition de mener un travail de plaidoyer pour accroître la participation de la société civile dans les processus politiques. Ce symposium n'est pas la fin, c'est une étape. Nous allons continuer à mener un travail de terrain pour continuer à donner à la société civile toute sa place dans le développement national. Le Djibouti Palace Kempinski a abrité hier un atelier de présentation des travaux d'évaluation du contexte national en matière de recherche en sauvetage et a permis à mener des opérations de surveillance des frontières maritimes et de recherche-sauvetage pilotées par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, et financées par le gouvernement du Japon. Cet atelier s'est déroulé en présence de l'ambassadeur du Japon à Djibouti et du commandant de la garde-côte, le colonel Waïs Omar, et de la chef de mission de l'OIM à Djibouti, du sous-préfet de Khorangar, du secrétaire général de la Commission nationale des droits de l'homme, ainsi que de représentants du ministère de la Justice et de la police nationale. L'objectif étant de présenter les conclusions et les remarques d'un expert national sur le contexte national en matière de recherche et sauvetage, tant sur le plan légal que sur le plan opérationnel, et la coopération des diverses agences impliquées dans ce domaine. Suivant l'intervention de la chef de mission OIM à Djibouti. La recherche et le sauvetage en mer représente un défi majeur à Djibouti et nécessite une coordination efficace, des ressources adéquates et une coopération entre différents acteurs pour sauver des vies et protéger les migrants. En avril 2024, Djibouti a été le théâtre de 2 naufrages tragiques qui ont entraîné la mort de 62 migrants. Grâce aux efforts des autorités et de la garde-côte, 57 personnes ont pu être sauvées. Il est donc important de soutenir le contexte djiboutien en matière de recherche et sauvetage en mer, d'identifier les acteurs qui jouent un rôle dans ces opérations et de soutenir leurs capacités pour mieux contribuer aux opérations de recherche et sauvetage. Cet atelier est une occasion de partager, d'échanger, de réévaluer le contexte national et les mécanismes de coopération existants au niveau bilatéral et au niveau régional. Les mécanismes de coopération transfrontalière et interrégionale, y compris la cartographie des acteurs locaux et des acteurs impliqués. C'est aussi une belle opportunité pour partager les connaissances, échanger vos idées et collaborer pour trouver des solutions innovantes. C'est pour ça que je vous remercie aujourd'hui et je voudrais renouveler mes remerciements au gouvernement du Japon qui finance cette collaboration et pour la confiance placée en l'OIM et pour mettre en œuvre ce projet. Bien sûr, au colonel Waïs pour toute la bonne collaboration qu'on a depuis des années avec l'OIM, ainsi qu'au ministère de l'Intérieur, qui est notre ministère de tutelle. Et l'ambassadeur du Japon à Djibouti a également pris la parole durant cet atelier.
Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cet atelier de présentation des travaux d'évaluation du contexte national en matière de recherche et de sauvetage en mer. Djibouti voit traverser chaque année un grand nombre de migrants provenant des pays voisins affectés par des défis tels que les conflits régionaux, le changement climatique ainsi que les inégalités économiques. En 2023, selon l'OIM, ce flux migratoire a atteint plus de 278 000 personnes, marquant une augmentation de 25% par rapport à 2022. Malheureusement, la route migratoire via le Bab el-Mandeb est parsemée de dangers et depuis janvier 2024, à ce jour, déjà 62 personnes ont perdu la vie dans des naufrages en tentant de traverser ce détroit. Renforcer les capacités des institutions impliquées dans les opérations de recherche et de sauvetage en mer et aussi améliorer la coordination entre ces acteurs contribuant non seulement à l'assistance humanitaire envers les migrants, mais aussi à la sécurité de la navigation au détroit de Bab el-Mandeb et dans le golfe d'Aden, ce qui favoriserait la stabilisation de la région. C'est dans cet esprit-là que le Japon apporte un soutien humanitaire aux migrants ainsi qu'un appui à la sécurité maritime. Ce projet-là vise à renforcer les capacités de recherche et de sauvetage en mer ainsi que les capacités de surveillance maritime de la garde-côte djiboutienne grâce au financement du Japon de $1 million américains à OIM. Jusqu'à présent, le Japon a apporté d'une manière constante un soutien financier et technique à la garde-côte djiboutienne, notamment en octroyant des patrouilleurs et en formant le personnel par des experts japonais. Nous prévoyons également de fournir prochainement de nouveaux patrouilleurs de 35 mètres. J'espère que la bonne coordination entre les soutiens apportés par le Japon à travers la JICA et à travers l'OIM permettra de créer des effets synergiques efficaces. Et enfin, clôturons la série des interventions. Le colonel Waïs Omar Bourré, commandant de la garde-côte, a remercié à travers l'ambassade du Japon, le peuple et le gouvernement du Japon pour leur soutien indéfectible. On écoute le colonel. Je vous souhaite la bienvenue à cet atelier de prestation de travaux d'évaluation du contexte national en matière de recherche et sauvetage en mer, qui s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités de la garde-côte djiboutienne, à mener des opérations de surveillance du domaine maritime et de recherche et sauvetage, pilotées par l'Organisation internationale pour la migration et financées par le gouvernement du Japon. Allez, je vous remercie. L'exposé de l'expert qui nous avons assisté durant cette journée est une étape importante dans l'exécution des objectifs du projet qui vise notamment à actualiser la base légale des interventions et des recherches et sauvetage en mer, mais aussi à renforcer les dispositifs communs d'intervention entre toutes les agences nationales s'impliquer dans les opérations de recherche et sauvetage en mer et sur la terre ferme. La garde-côte djiboutienne mit au cœur de son action les opérations de recherche et sauvetage en mer et n'est pas cessé de renforcer ses capacités opérationnelles dont sur le domaine des équipements. Je tiens à remercier à travers l'ambassadeur du Japon qui est présent avec nous ce matin, le peuple et le gouvernement du Japon pour leur soutien indéfectible qui s'est traduit concrètement par la réalisation de nombreux projets de formation
et de dons des équipements, dont des bateaux. Je tiens aussi à saluer l'Organisation internationale pour les migrations pour leur soutien vital à ces projets, leur engagement et leur enthousiasme sans faille à nos côtés sont particulièrement appréciés. Mesdames et Messieurs, finalement, je tiens particulièrement à encourager les sous-officiers et les agents de la garde-côte et d'autres institutions nationales qui participent activement à cet atelier à absorber les connaissances et les expériences qui vont être partagées durant cette journée. Sport pour clore l'actualité nationale. L'Académie East Africa de Djibouti, première école de football agréée. Djibouti est en déplacement depuis hier à Demerjoug avec une forte délégation sportive composée de 55 jeunes stagiaires âgés de 7 à 18 ans, accompagnés de 5 éducateurs et de 4 parents volontaires. Pour ce premier déplacement inscrit à son programme estival, l'Académie East Africa de Djibouti a décidé de combiner sport et loisirs. En effet, en plus de l'organisation de tournois des jeunes, il est prévu dans le cadre de ce dernier déplacement estival une série de visites des localités mythiques traversées par l'ancien chemin de fer Djibouti-Éthiopia, à savoir Chebele, Goubato et Holhol. Pour revenir à cette première étape à Demerjoug, la première partie du tournoi débutera dans l'après-midi avec la phase du groupe en match aller-retour. Puis le classement est fait pour chaque catégorie d'âge et rendez-vous est pris pour ce week-end pour les phases finales, demi-finales et finales notamment. En nouvelles du monde à présent, Gaza est en proie à une crise de liquidité. La guerre qui dure depuis 10 mois a dévasté l'économie déjà fragile de Gaza, déplacé une grande partie de la population et causé des dégâts considérables. Depuis le début des hostilités, la majorité des travailleurs palestiniens qui se retrouvent sans emploi ont du mal à accéder à leur argent. Et pour cause, de nombreuses banques ne sont toujours pas opérationnelles dans l'enclave palestinienne. Pendant des mois, de longues files d'attente de plusieurs heures se sont formées devant les rares agences et points de presse encore opérationnels. Des plafonds de retrait sont imposés aux Gazaouis. La principale association bancaire palestinienne a annoncé cette semaine que toutes les banques de Gaza avaient cessé leurs activités, marquant ainsi une nouvelle dégradation des conditions de vie dans cette enclave ravagée par la guerre. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.